vous proposons ce soir un témoignage fort qui en dit long sur la Russie de Vladimir Poutine, son système répressif, sa propagande et son univers carcéral dont la seule évocation laisse entrevoir des conditions extrêmes de détention et le règne de l'arbitraire. Un cauchemar de 19 mois pour notre invité, durant lesquels, dit-il, la littérature et l'écriture l'ont aidé à tenir. Laurent Vinatier, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Vous êtes un chercheur français spécialisé dans l'espace post-soviétique. Vous avez donc été arrêté en Russie en juin 2024 par le FSB à la terrasse d'un café dont les images ont été d'ailleurs diffusées à la télévision russe. Incarcéré dans différents centres de détention durant 19 mois et libéré le 8 janvier dernier à la faveur d'un échange avec le basketteur russe Danil Kazatkin. Merci beaucoup donc de nous livrer ce soir votre témoignage sur notre antenne. Je le disais, vous êtes chercheur spécialisé dans l'espace post-soviétique, russophone. Vous viviez donc en partie en Russie à l'époque. Vous faisiez des allers-retours, si je ne me trompe pas. Ouais. Vous étiez engagé dans des initiatives de diplomatie privée pour favoriser le dialogue entre la France et la Russie. Que faisiez-vous donc exactement en Russie à l'époque de votre arrestation? Non, oui, c'était donc bonsoir d'abord. Et puis donc effectivement, j'étais engagé pour une organisation non gouvernementale basée en Suisse qui favorise le dialogue pour la résolution de conflits, mais pas seulement avec la France. Hein, c'est entre la Russie et d'autres pays occidentaux. Et puis c'est pas seulement pour la Russie, c'était aussi, on travaille dans le Caucase. Là, en l'occurrence, pour la Russie, on essayait de la réintégrer dans le jeu international de manière donc officieuse, hein, pour donner toujours la place au dialogue. Parce qu'il n'y avait plus de relations diplomatiques à l'époque, l'ambassadeur... Si, il y avait, mais en fait, ça ne marchait pas. Que toute la diplomatie officielle avait beaucoup de peine, à fonctionner. Et donc, notre organisation, nous, c'était pour essayer de faciliter, en fait, de huiler les rouages, en fait. Et donc, et de cette manière, de garder un lien avec la Russie. C'était dans ce lien-là que j'étais allé faire fructifier. Et ils m'ont arrêté. Arrive donc cette journée du 6 juin 2024. On a vu il y a quelques instants à l'antenne les images de votre arrestation à la terrasse d'un café donc par le FSB. Une scène, dites-vous, digne d'un film. Ah bah oui, non, moi j'étais évidemment le premier surpris. Mais quand on y repense, il semblerait qu'il y avait eu des préparations, que la terrasse avait été vidée auparavant, que je me suis retrouvé tout seul sur la terrasse, la voiture qui arrive, une espèce de silence comme ça, et puis les hommes qui sortent, hein, qu'on a vu sur le film. Donc voilà, comme un film. Mais tout a été un film en fait au fur et à mesure de cette incarcération, même la fin. Ça a été une surprise totale pour vous, cette arrestation par le FSB, ou est-ce qu'il y avait peut-être des signaux faibles? Est-ce que vous vous sentiez surveillé, peut-être? Oui, surveillé, oui, des signaux faibles, oui. Mais en fait, je me sentais pas vulnérable, en fait. Et donc, je pensais il suffisait d'expliquer ce qu'on dit, et c'est ce qu'on faisait avec cette organisation pour que les Russes comprennent. Voilà. Mais les signaux faibles, oui, c'est mon téléphone qui avait été hacké auparavant, des messages que j'avais reçus, des messages. Non, pas des menaces, mais simplement des notes, en fait. Tiens, on sait ça, tiens, on sait qu'il y a ça sur toi. Au FSB, et puis on est toujours plus ou moins surveillé en Russie, donc c'était pas surprenant, mais des signaux faibles quand même. Ouais. Vous êtes ensuite donc accusé de ne pas vous être enregistré en tant qu'agent de l'étranger, un délit passible de 3 ans de prison dans le pays. Vous êtes incarcéré. La prison, ça a été un véritable choc? Ça a été un choc, hein, complètement. Quand on arrive de France ou de Suisse et qu'on arrive dans une prison russe, c'est quand même délicat. On s'attend à tout. Hein. Et donc ça a été un vrai choc. Le choc matériel, c'est un vide dissipé, mais le choc psychologique, ça a été terrible. Et je ne sais pas si... ça m'a pris beaucoup de temps pour en sortir. Et quand je pensais que je m'étais fait une raison, que j'avais envisagé l'avenir, tout de suite un nouveau choc psychologique et une nouvelle rechute. Le choc psychologique, c'est qu'on perd la maîtrise de sa vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qu'on maîtrise. Donc il y a d'abord l'incertitude de savoir ce qui va se passer. Et puis surtout, c'est donc le système carcéral, en tout cas russe, que j'ai vu, qui laisse penser la chose suivante, c'est que tout peut arriver à tout moment. C'est-à-dire que
tout peut arriver. Il ne sait pas forcément qu'il va arriver quelque chose, mais tout peut arriver à tout moment. Et ça, quand on le ressent, ça fait donc très peur, et ça entretient la psychose, ça entretient l'incertitude, même si, dans certaines cellules, c'était mon cas, les conditions matérielles étaient stables, en tout cas. Au début, vous espérez une libération rapide, et je crois que vous passez même aux aveux, dans l'espoir de favoriser cette Oui, issue. les aveux, c'est pas des aveux, Oui. c'est complètement manipulé. C'est une stratégie, quoi. Hein, c'est une stratégie d'abord qui a été proposée par l'enquêteur, et donc à laquelle j'ai cru, c'est que si tu reconnais, si tu plaides coupable, eh ben, d'abord, tu n'auras pas 5 ans, mais 3 ans, en l'occurrence, et puis même, on va faire le procès, etc., mais tu auras même peut-être moins. Et puis parce que voilà, tu as plaidé coupable, et puis le temps du procès, tu vas pas aller en prison, mais on va te mettre assigné à résidence. Ouais, alors Voilà. que pas du tout. Alors que pas du tout. D'accord. Et donc plaider coupable, c'est-à-dire que c'était reconnaître que volontairement, je m'étais pas enregistré, alors que j'avais aucune idée qu'il fallait s'enregistrer, et que par définition, n'importe quel étranger qui ne vit pas en Suisse et qui travaille est agent de l'étranger, puisque la loi, c'est agent de l'étranger, on est payé par une institution étrangère. Alors, quel était le quotidien en prison? Enfin, on va y venir, mais vous avez changé d'établissement à plusieurs reprises. En tout cas, dans la première prison qui vous rend visite, est-ce que vous avez le droit à des appels? Quel est votre état d'esprit dans les premiers temps? Donc l'état d'esprit, c'est qu'il faut surtout s'habituer. Il faut surtout s'habituer, et puis il faut surtout, en prison, trouver des espèces d'alliés dans la cellule. Et ça a été le cas avec certains co-détenus. Voilà, ça a été le cas avec certains co-détenus. Le fait d'être français, je sais pas si ça m'a mis déjà en relief. Donc, je sais pas, et russophone quand même, donc ça, russophone, ça aide. Et donc, je suis tombé, il faut le reconnaître, dans une prison où ils mettent les gens par niveau d'éducation. Il y avait qui d'ailleurs à côté en prison? Donc, il y avait beaucoup d'escrocs financiers, donc d'anciens banquiers, des chefs d'entreprise qui n'avaient pas déclaré ce qu'il fallait, par exemple. Et puis des politiques, mais de moyen niveau. Donc quand je suis rentré la première nuit, quand j'ai vu à qui était là le matin, il y avait un général d'armée et 4 vice-gouverneurs de régions russes. Donc c'était ce niveau-là. Et puis après sont passés un ministre de la Culture d'une région, après sont passés le vice-directeur de la Poste. Donc, vous voyez, c'était des gens assez... Dans l'ensemble, c'était des gens assez élevés, à un niveau d'éducation et intellectuel élevé. Donc, on peut parler, et on peut s'organiser. Donc, surtout, ce qui était important, c'est que d'abord, je sois accepté. Donc il faut évidemment être modeste, il faut participer aux règles de la cellule, les règles de la cellule qui rappellent beaucoup les règles militaires. Donc voilà, donc il faut juste rentrer dans le jeu. Quand il faut faire des pompes, il ne faut pas dire non, j'ai pas envie de faire de pompes. On fait des pompes. Quand il faut jouer, et donc non, j'ai peur. Il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Donc, et se faire accepter comme ça. Au bout de 10 mois, vous êtes à nouveau condamné, cette fois à 20 ans de prison, et cette fois pour espionnage. Voilà, donc je n'ai pas été jusqu'à la condamnation, c'est ça qui a été le miracle, mais effectivement, je suis accusé, donc 10 mois après, lorsque c'est 10 mois dans la première prison, je comprends les règles, je comprends les codes, voilà, et donc l'incertitude, ok, mais j'ai été condamné à 3 ans, donc je peux voir, donc lorsque cette étape psychologique a été intégrée, derrière, de nouveau, un coup. Et donc là, c'est plus 3 ans, là, mais en fait, on va t'accuser d'espionnage. Et l'espionnage, c'est pas 3 ou 5 ans, c'est 20 ans. Et là, vous réalisez que vous êtes, entre guillemets, victime d'enjeux, disons, géopolitiques qui dépassent votre personne? Oui, mais je l'avais réalisé un peu avant, mais voilà, je pouvais rien faire. Mais à la fin du premier verdict, donc j'ai été arrêté en juin, et le tribunal et la sentence interviennent en octobre pour la fin. Donc je suis condamné à 3 ans en octobre. Donc déjà en octobre, lorsque je suis condamné à 3 ans, là je me rends compte que je suis un objet politique, et il y a un enjeu politique, c'est-à-dire que la Russie ne va me libérer que si elle tire un avantage à ma libération. Donc, moi, je ne sais pas quel avantage, je sais pas, il n'y a personne qui va négocier avec moi. Donc là, je perds encore plus pied, je veux dire que je deviens objet, un objet d'un enjeu géopolitique ou d'un enjeu politique qui me dépasse, et je ne sais même pas qui, quand, où, avec quoi, comment, qui va négocier.
Vous passez alors 15 jours dans une cellule de transit à 200 km, c'est ça, de Moscou, puis à Lefortovo, donc cette fameuse prison à l'époque donc du KGB puis du FSB aujourd'hui réservée aux cas sérieux. Là, on imagine que votre désarroi s'approfondit encore plus. Exactement, c'est-à-dire que en prison, ce qui est le plus difficile, c'est de changer. Parce que ce qui est important en prison, il n'y a rien qui est normal, il n'y a rien qui est réel, mais c'est stable dans certaines mesures. Et lorsque c'est plus stable, alors là, la peur revient en fait. Et donc, lorsque je suis déplacé, je vais donc dans cette prison de transit pour commencer à purger ma peine. Donc, c'est la procédure normale. Donc, je suis envoyé à 200 km, prison de transit, où tout le monde passe, pour rester 15 jours, pour rester plus longtemps parfois, avant d'être envoyé dans la vraie prison, dans la colonie pénitentiaire en fait. Donc là, la prison de transit, ce sont des conditions qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai connu dans les 10 mois. Il n'y a plus de vice-gouverneur, il n'y a plus d'hommes, c'est le commun, c'est le droit commun. Tout le monde est là, des voleurs, des meurtriers, tout le monde est rassemblé. Il se trouve qu'il y a quand même des hommes bons parmi ces gens-là, donc j'ai pas été menacé. C'était un petit peu difficile de se réhabituer, mais physiquement, je suis passé à travers ça. Et puis très rapidement, le FSB donc m'enlève de cette prison de transit. Il me met à l'hôpital de la prison, encore une fois pour me tirer de tout ça et pour me faire revenir donc à Lefortovo. Mais rien qu'à l'hôpital de la prison. Et ensuite Lefortovo. Donc là, c'est ce que je disais, c'est le nouveau choc psychologique qui intervient. La perspective, qui n'est pas une perspective, 20 ans, on ne peut pas s'imaginer. Et donc, et là, c'est là où tout commence en vérité. C'est là où la véritable interrogation sur soi-même, c'est la déliquescence en fait, qui va. Comment on tient alors ? Et bien donc déjà, on tient avec la lecture. Un petit peu, avec l'écriture, et puis donc on vous faisait parvenir des livres je prenais les livres, d'abord, à l'hôpital de la prison, il y avait quelques petits livres, donc je les prenais, mais à Lefortovo, il y avait donc la bibliothèque, je devais demander des livres à la bibliothèque, donc deux livres en russe, j'avais que des livres en russe, et puis comment on tient, et on essaye de s'imaginer qu'on n'est pas tout seul dans la cellule en fait. Et donc il y a une espèce, on se parle à soi-même, donc pour en fait écouter une voix, c'est en tout cas ce que j'ai fait. On se parle à soi-même pour écouter une voix, et puis c'est une voix intérieure qui me parle tout haut, et puis on essaye de se concentrer sur soi, ce que j'ai appelé l'essentialisation en fait. Et quand on est essentialisé, c'est comme si on était très rigide et que rien ne peut plus nous détruire. Et donc ça prend un petit moment quand même. Et donc on tient avec cette espèce de transcendance comme ça, qui peut être soi-même, qui peut être aussi religieuse. Et puis on tient par la routine, c'est-à-dire par chaque minute ou chaque heure, faire la même chose pour oublier en fait ce qui peut se passer. Et en écho à cette discussion, et c'est votre carte blanche du jour, c'est une tradition dans Au cœur de l'info, vous avez choisi, dans le cadre de cette carte blanche, d'évoquer la Divine Comédie de Dante. Vos conditions de détention, ça fait écho à cela ? En quoi ? Voilà, donc c'est que ça commence par l'enfer. Donc forcément, quand on tombe dans une prison, il y a toujours cette image de l'enfer et puis les cercles de l'enfer, vous voyez, dans Dante. Et donc, j'ai pas vu d'autres cellules que la première que j'ai, mais j'avais entendu. Donc on comparait avec les autres détenus à quel niveau de l'enfer on était. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'enfer, ça venait après. Que moi, j'étais juste au purgatoire, en fait, encore, dans cette première prison. C'était une prison où j'avais pas pris conscience même des choses qui se passaient, de moi-même, ça venait. Mais il n'y a pas eu tout ce travail d'essentialisation. L'essentialisation elle est intervenue dans le choc. Et donc, là, on tombe en enfer ensuite. Donc, c'est l'enfer quand on tombe, donc, à Lefortovo, où là, on essaie de mesurer les cercles de l'enfer, à quel moment on peut ressortir. Donc, plus on tombe bas, évidemment, moins on peut ressortir. Donc et puis, paradoxalement,
Ou pas d'ailleurs, mais il y avait quelques livres dans la prison, enfin dans la première en tout cas, parce que donc dans la cellule, les gens qui étaient là avaient déjà mis des livres, et la Divine Comédie, c'était un must, hein. C'est-à-dire que c'était là de toute façon. Donc, et tous les détenus lisaient la Divine Comédie en russe pour un peu extérioriser comme une espèce de catharsis de où ils étaient en fait. Voilà. Alors le début de la fin du tunnel, si je puis dire, c'est le 19 décembre dernier. Un journaliste français correspondant à Moscou, donc Jérôme Garraud, interpelle Vladimir Poutine lors de sa traditionnelle conférence de presse annuelle. Il pose une question à votre sujet. Ça a été un moment décisif pour votre libération ? Oui, ça a été décisif. Ça, je pense, ça a accéléré ce qui se passait avant, dont j'ai pas vraiment connaissance. Mais ça a été une initiative de TF1. Et je les ai déjà beaucoup remerciés, donc je refais. Mais effectivement, ça a largement accéléré les choses. Et je ne sais pas si Vladimir Poutine était au courant ou pas au courant de mon cas. Mais en l'occurrence, c'est que quelques jours après, tout s'est enchaîné de manière... Enfin, ça a été un miracle que ça soit enchaîné si vite et si bien. Oui, 8 janvier donc 2026, cette grâce présidentielle. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? D'abord, j'y ai pas cru vraiment. Voilà, puis bon, après quand je signe, quand on me lit, je signe des papiers qui disent que je n'ai rien contre la Russie, tout va bien. Et après, ils me lisent la grâce, et donc ils me mettent dans le camion, et puis on me conduit directement sur le tarmac. Donc en attendant l'avion qui devait me récupérer, l'avion français, voilà, avec le basketteur. Et les retrouvailles ensuite avec votre famille ? Voilà, mais donc il y a tout ça, c'est une espèce d'euphorie, et qui a duré là quelques semaines quand même. Mais là, je commence à sentir que l'euphorie un peu se termine. Non pas que je sois redevenu, c'est pas le retour à la réalité, c'est pas ça, mais il y a quand même tous les éléments de ces différentes phases de la prison me reviennent. Et il y a un espèce de contre-choc, en tout cas, qui va peut-être se faire sentir, mais je prends la mesure, d'une part, du traumatisme, et puis d'autre part, du miracle qui s'est produit quand j'ai pu sortir. Parce que, donc, sur le coup, 19 mois, c'est long, donc le temps passe pas. Hein. Mais en même temps, quand on est sorti, 19 mois, ça va. Et c'est ça qui est terrible, quoi. C'est à la fois le miracle et à la fois le traumatisme de cette durée, quoi. On vit différemment après tout cela, on voit les choses différemment. Ah oui, on voit les choses, tout à fait. La première chose, c'est que là, j'ai plus l'impression d'avoir de problème, en fait. C'est-à-dire que il y a des choses qui arrivent. Ouais, bon. Voilà, c'est tant pis ou tant mieux. Il y a le degré du drame est largement abaissé. Quels sont vos projets à présent pour l'avenir ? Je crois que j'ai envie d'écrire. J'avais envie d'écrire avant. J'ai beaucoup écrit en prison. Je ne sais pas exactement ce que je peux faire de tout ce que j'ai écrit en prison. Donc je cherche, je réfléchis, je lis beaucoup. Et je vais prendre le temps, je pense, de mesurer en fait qui je suis devenu et qui je suis en fait, et puis trouver ce que j'ai envie de faire, mais a priori ça serait plutôt calme, hein, et puis au bord de la mer. Donc voilà. Ouais. Merci infiniment Laurent Vinatier pour votre témoignage ce soir dans Au cœur de l'info. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24, prochain point complet sur l'actualité dans quelques minutes.